RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes. Alex Biggerstaff. Bienvenue dans l'After Coupe du Monde à écouter et télécharger sur toutes les plateformes, à visionner sur l'After Foot TV. Vous le savez, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde 2026 du 11 juin au 19 juillet. RMC vous fera vivre tous les matchs en direct et sera au plus près des Bleus et de leur parcours. Mais en attendant, l'After Coupe du Monde vous présente les 48 nations participantes à ce mondial 2026. Et aujourd'hui, cap sur le Brésil. La bonne humeur, 5 fois champion du monde, mais qui n'a plus été titré depuis 2002. Dans cet épisode, on parle de la Seleção et de ses ambitions. C'est parti pour l'After Coupe du Monde. Et pour parler des Auriverde, on va prendre le contre-pied des clichés du foot brésilien. Il n'y a pas que les joueurs à vocation offensive, mais aussi des défenseurs intraitables, un gaucher, un droitier dans cet épisode qui ont exercé avec discipline et technique en France, notamment l'ancien défenseur de l'OL, Chris, quadruple champion de France avec Lyon, vainqueur de la Copa América en 2004 avec le Brésil, est avec nous. Salut Chris! Salut, comment ça va? Tout va bien? Très bien, merci d'être avec nous. Obrigado, Chris. Et avec toi, il a joué pour 7 clubs français en Ligue 1, en Ligue 2, triple champion de France de Ligue 2 et vainqueur de la Coupe de France. Felipe Saad, consultant pour la chaîne Ligue 1 Plus, est avec nous. Salut Felipe. Salut, tout bien? Tudo bem. Merci à vous deux d'être avec nous dans cette After Coupe du Monde pour présenter le Brésil participant à ce mondial 2026. On va revenir avec vous sur l'actualité du football brésilien et aussi les ambitions de la Seleção avant cette Coupe du Monde 2026. Tout d'abord, petite présentation de la fiche technique du Brésil avec la petite carte d'identité. Vous allez voir que le Brésil est 5e au classement FIFA derrière l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre. 2e donc de la CONMEBOL derrière l'Argentine, et on va revoir un petit peu ce qu'a fait le Brésil, notamment lors du parcours des qualifications à la Coupe du Monde. Le Brésil, on vous le rappelle, qui a été champion du monde, notamment en 2002 pour la dernière fois. Mais là, c'était les qualifs entre 2023 et 2025 pour rejoindre le mondial 2026. Et vous allez voir que le Brésil a connu quelques petites galères, notamment pour se qualifier, avec une 5e place dans ses qualifications de la zone AM Sud, derrière l'Argentine, l'Équateur, la Colombie et l'Uruguay. 5e, le Brésil avec 28 points, tout comme la Colombie, l'Uruguay et le Paraguay. Je vais tout de suite poser la première question à nos deux invités. Chris, Felipe, je commence avec toi, Felipe. Comment tu juges le parcours de ce Brésil lors des qualifs qui a été quand même assez accidenté, il faut bien le dire? Oui, Alex, tronqué, poussif. C'était la qualification de l'histoire où le Brésil a eu le plus du mal, avec 60% de pourcentage de victoire, ce qui n'est pas beaucoup. La chance, c'est le nouveau format de la Coupe du Monde qui a permis à beaucoup de sélections de se qualifier. Donc un début poussif avec des changements d'entraîneur, une défaite 4-1 à Buenos Aires contre l'Argentine. Et après, ça a fini crescendo, un petit peu mieux avec Carlo Ancelotti. On va y revenir, mais un peu mieux, avec notamment une bonne victoire contre le Chili 3-0. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des défaites qui se sont accumulées, notamment consécutives, contre l'Uruguay, contre la Colombie, contre l'Argentine, lors des débuts de ces qualifs à la Coupe du Monde. Tu le disais, Felipe, il y a eu 4 sélectionneurs qui sont succédés, notamment lors des qualifs, Fernando Diniz, puis Dorival Junior et enfin Carlo Ancelotti depuis le 26 mai dernier. Chris, comment tu as jugé, toi, le parcours de cette Seleção? C'est un parcours très irrégulier. Surtout en regardant cette équipe nationale avec les joueurs qu'on a. C'est vrai qu'on a du talent, on a des joueurs qui peuvent faire la différence, sauf qu'on n'a pas réussi à mettre ça en place. Mais je pense que ça vient aussi par rapport les changements des coachs. 4 changements de coach avec une équipe nationale comme le Brésil, c'est beaucoup. Donc, on n'était pas dans la continuité parce que chaque coach, il avait sa manière de travailler, sa philosophie. Et des coachs, à mon avis, un peu qui manquaient d'expérience au niveau international, comme Fernando Diniz, comme Ramon Menezes, qui sont des anciens joueurs, mais avec moins d'expérience au niveau international.
On a réussi à se qualifier, oui, mais c'est vraiment sans briller, quoi. Felipe, cette instabilité dont parlait Chris, comment elle a été perçue au Brésil? Est-ce qu'on a été très inquiet durant ces éliminatoires? Oui, on était inquiets, notamment en ce qui concerne la philosophie du jeu, hein. Ça va parler beaucoup à Chris en tant qu'entraîneur, mais Fernando Diniz, on le connaît pour sa façon de faire jouer les équipes très court en partant de derrière. Ancelotti, plus basé sur un 4-3-3 qui va quasiment pas bouger, mais après, au Brésil, ils vont pouvoir changer de tactique. Ramon Menezes, comme Chris, il a bien mentionné aussi, qui n'a pas cette expérience de club de haut niveau, voire d'une sélection de haut niveau. Donc, les convocations ne sont pas pareilles. Les préférences des joueurs aussi de style individuel et du profil de chaque joueur qui est convoqué n'est pas non plus égal selon les différents coachs. Donc, il est vrai, quand on compare à la France, par exemple, qui a le même entraîneur depuis beaucoup d'années et qui donne une constance, une solidité à un projet, c'est vrai que le Brésil, ce n'est pas un hasard de retrouver le Brésil à la 5e position des éliminatoires. Chris, par rapport à ce que disait Felipe, pour rebondir sur les joueurs de la Seleção, ils ont eu conscience forcément de ces problèmes, du mécontentement du public en général, et pourtant leur parcours, on le voit dans les résultats, a été accidenté, même si sur la fin il y avait du mieux, notamment avec l'arrivée de Carlo Ancelotti. On a peut-être l'impression qu'il y a un petit peu de sérénité qui s'est dégagée, mais est-ce vraiment le mot pour qualifier la fin de cette campagne ? J'ai vécu ça après la Coupe du Monde de 98 à 2002. J'ai eu le plaisir de participer de l'éliminatoire pour la Coupe du Monde 2002. Et c'est vrai qu'on a vécu la même chose. Et Scolari, il a pris l'équipe où l'équipe était en difficulté. On a failli ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, mais au dernier moment, on a fait des matchs extraordinaires. Les 3 derniers matchs, on a gagné et on est passé. Donc les joueurs, ils ont cette conscience, cette responsabilité. Ils savent qu'au Brésil, quand on rentre dans une compétition, c'est pour gagner. C'est pas pour rentrer, non, c'est pour y aller. C'est pas juste jouer une finale, c'est pour être champion. Donc, je crois qu'ils savent de cette pression qui existe autour de l'équipe nationale. Eh ben justement, sur ces propos-là, je peux rebondir, représenter un petit peu la fiche historique du Brésil en Coupe du Monde, 5 fois vainqueur, recordman bien sûr de la compétition et surtout aucune phase manquée. On le rappelle, les victoires en 58, 62, 70, 94 et donc 2002 pour la dernière fois. D'ailleurs, il y a une petite stat qui est assez parlante, c'est que la dernière fois que le Brésil n'a pas joué les quarts de finale, eh bien ça remonte à 1990. Donc on sait avec le Brésil, c'est l'histoire du foot, c'est un habitué du gros rendez-vous, mais comme tu le disais, Chris, quand ils y vont, les Brésiliens à la Coupe du Monde, c'est forcément pour obtenir une victoire et rien d'autre. On va revenir justement sur la dernière Coupe du Monde avec vous, Felipe et Chris. On fait un petit saut dans le passé, on revient à 2022, c'était au Qatar. On rappelle que le Brésil avait terminé premier du groupe G avec 6 points, à égalité de points avec la Suisse, devant le Cameroun et la Serbie. Ça avait démarré plutôt bien avec une victoire contre les Serbes et des sacrés buts de Richarlison notamment. Avant une défaite en fin de phase de groupe face au Cameroun à la dernière minute, le but de Vincent Aboubakar. Le Brésil avait été jusqu'en quart de finale, éliminé au tir au but par la Croatie. Chris, comment tu juges ce mondial 2022 de la part des Brésiliens? C'était une déception, non? Par rapport à la phase de poule, oui, on a fait qu'est-ce qu'il fallait faire, on se qualifiait, etc. Donc après, on joue le 8e de finale contre la Corée du Sud. Et c'est vrai qu'en quart de finale, oui, c'était une déception par rapport à la situation de match. On est tombé contre une équipe bien armée comme la Croatie, qui jouait au football, c'était la sensation de la Coupe du Monde. Il y a malheureusement, quand tu gagnes 1-0, que tu arrives à marquer à 105 minutes de match en prolongation, et tu prends à 117, c'est vrai oui, il manque d'expérience, il manquait d'attitude des leaders de cette équipe.
Et ça, pour moi, c'était la déception, parce que quand tu gagnes 1-0 déjà en prolongation, tu n'as pas besoin de marquer le deuxième but. Tu te refermes. Oui, au Brésil, c'est joga bonito. Non, des fois, on doit être malin, on doit être vicieux et de savoir gagner le match comme il faut. En 1-0, on se ferme derrière. Neymar, Richarlison et d'autres, on défend et on perd pas. Felipe, tu partages cet avis des cadres absents et peut-être parfois aussi un manque de vis chez les Brésiliens. C'était le cas en 2022 au Qatar? Oui, c'est récurrent, hein. Chris, il a raison, parce que on se rappelle de cette action de Roberto Carlos, hein, dans une autre Coupe du Monde contre la France lorsqu'il était au marquage en vis-à-vis de Thierry Henry. En l'occurrence, on voit l'image, hein, Marquinhos, non seulement il a été malheureux dans le but d'égalisation de la Croatie, car le ballon il a dévié sur sa jambe, comme il a aussi raté le penalty, comme Rodrigo. Donc ce sont deux cadres de la sélection. Mais je me rappelle du contenu du match, il a été assez intéressant. Donc le Brésil, il était sur une bonne dynamique malgré la défaite contre le Cameroun. Cette défaite-là, d'ailleurs, a été... la sélection elle a été composée de plusieurs joueurs remplaçants. Donc, ça faisait partie quand même de la gestion d'effectifs. Donc, je pense que jusqu'à présent, on faisait une bonne Coupe du Monde. Et il est vrai, je suis d'accord avec Chris sur le fait que dans une compétition comme ça, à one shot, sur des matchs couperés, il faut des joueurs qui soient vraiment capables, sous pression, à pouvoir encaisser cette responsabilité et à pouvoir aussi donner du leadership et ce que d'autres grandes sélections ont eu sur les dernières Coupes du Monde, ce que leur a permis aussi d'aller au bout, d'aller en finale, d'être champion. Voilà, on a fait notre flashback, notre retour dans le passé en 2022 au Qatar. Il est temps d'aller de l'avant et on va parler à présent de cette Coupe du Monde 2026. C'est le programme pour le Brésil qui sera dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l'Écosse. On va parler donc de ce groupe C à la Coupe du Monde 2026 dans cette after Coupe du Monde Brésil avec nos invités Felipe Saad et Chris, notre magnifique charnière centrale brésilienne. Cap sur ce mondial 2026 et ce groupe C avec plusieurs adversaires. Le Maroc dès le 14 juin, ça sera à New York. Puis Haïti le 20 juin, ça sera à Philadelphie. Et l'Écosse enfin en dernier affrontement dans ce groupe C le 25 juin du côté de Miami. Chris, comment tu juges ce groupe C? C'est vrai qu'au moment du tirage, beaucoup ont levé les yeux au ciel en disant celui-là, ce groupe-là, il va être très très relevé, très disputé. Oui, pour moi, on va dire que c'est un groupe piégeux. Donc, quand tu prends la sélection du Maroc, qui ça fait 4-6 ans, qui sont au top, viennent de jouer une finale de Coupe d'Afrique, qu'il a des joueurs très importants en Europe. Après, tu prends Haïti, qui c'est une sélection, c'est tout nouveau, donc ils vont essayer de tout donner pour la Coupe du Monde, de bien représenter le pays. Après, il a l'Écosse. L'Écosse, je pense que c'est le foot agressif, c'est le foot qui lâche jamais, qui vont jamais lâcher. Donc, c'est un groupe piégeux, donc il faut être bien structuré. Et il ne faut pas sous-estimer ce groupe parce que ça peut être compliqué. Felipe, Chris le rappelait, Haïti va découvrir la Coupe du Monde. L'Écosse, on s'en souvient comment ils se sont qualifiés. Ça a été incroyable dans les dernières minutes des éliminatoires. Et forcément, le Maroc qui sort d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui avait été demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. Felipe, comment tu juges ce groupe? Et même deuxième question derrière, est-ce que le Maroc peut poser beaucoup de problèmes au Brésil? Oui, déjà pour répondre à la deuxième question, oui, hein, comme Chris il a bien dit, ça fait des années que le Maroc il se positionne dans une partie déjà haute par rapport aux ambitions et à la production du jeu. Donc c'est vraiment, à mon avis, l'adversaire le plus coriace de ce groupe avec des grands joueurs hein, comme Hakimi, Bono. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et aussi, c'est le premier match, le tout premier match. On sait que voilà, les automatismes ne sont pas là. L'idée aussi de la sélection brésilienne pour les derniers matchs amicaux
a été d'affronter la France et il me semble la Croatie à nouveau. Voilà, la Croatie qui a éliminé le Brésil dans la dernière Coupe du Monde. Donc ce sont 2 sélections européennes. Donc se retrouver face à une sélection africaine avec un autre style de jeu et une autre philosophie, ça va être aussi la découverte pour le Brésil. L'Haïti aussi, pour parler du contexte, c'est une équipe qui va peut-être être la surprise. Donc à mon avis, elle part d'un peu plus loin par rapport aux 3 autres sélections du groupe. Et nos amis écossais, comme vous avez bien dit Alex, avec ce match incroyable où ils ont vécu aux derniers instants un 4-2 contre le Danemark avec des joueurs comme John McGinn, McTominay. Voilà, ce sont des joueurs qui sont habitués à aller au combat. Le Brésil n'aime pas beaucoup ce type de sélection. On a déjà vécu quelques expériences pas très réussies. Donc, il ne faut pas gamberger, attaquer ce match contre le Maroc comme une vraie première petite finale. Et après, si tout se passe bien avec une victoire, normalement, pour les 2 matchs qui viennent, la qualification sera au bout. Le 14 juin, donc pour l'entrée en lice du Brésil dans cette Coupe du Monde 2026 à New York face au Maroc. Les amis, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, Felipe et Chris, on a parlé de ce parcours en éliminatoire. Il faut revenir aussi sur un homme marquant de cette sélection brésilienne. C'est le sélectionneur Carlo Ancelotti, sélectionneur depuis le 26 mai 2025, donc des Auri Verde. Il a 66 ans, il en aura 67 le 10 juin prochain, 4 jours avant le premier match face au Maroc. Il a déjà été sélectionneur mais adjoint dans sa carrière, son immense carrière. Carlo Ancelotti, c'était de l'Italie en 94, un mauvais souvenir pour lui puisqu'il avait été finaliste face au Brésil. Question après son bilan de 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites avec les Brésiliens. Est-il véritablement l'homme de la situation, Chris, Carlo Ancelotti, avec son bagage historique, son palmarès incroyable, mais c'est vrai en club, et on sait que c'est différent d'être un excellent entraîneur en club et un excellent sélectionneur. Pour moi, c'est le meilleur choix. C'est un excellent choix. Je crois que c'est l'homme de la situation. Déjà parce que c'est expérimenté, calme. Son parcours, son CV, ça parle beaucoup de choses. Et surtout qu'il a le respect des joueurs. Il connaît la plupart parce qu'il a travaillé avec. Donc, je pense que c'est la personne à mettre l'ordre dans cette équipe qui a besoin d'une identité, qui a besoin de récupérer cette motivation, cette énergie. Et Ancelotti, c'est le coach a fait tout ça. Felipe, tu es d'accord avec Chris? C'est vraiment l'homme de la situation, Carlo Ancelotti? Oui, c'est l'homme de la situation à 100%. Et j'ai envie même d'aller au-delà de tout son apport sur le terrain et vis-à-vis du groupe des joueurs, de l'effectif brésilien. C'était aussi grâce à son amitié avec Jürgen Klopp qu'il a réussi à avoir le centre d'entraînement du Red Bull New York pour préparer sa sélection. Centre d'entraînement, c'est celui-là qui était vraiment convoité par pas mal de sélections. Donc, c'est un entraîneur qui amène du poids et qui fait retrouver du respect à la sélection, à mon avis, par rapport aux entraîneurs précédents. Ça se dit aussi au Brésil qu'il est sur le point de renouveler son contrat jusqu'en 2030. Apparemment, il y a déjà un accord verbal avec la Confédération brésilienne de football. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il instaure Carlo Ancelotti dans le cœur du projet, indépendamment du résultat de cette prochaine Coupe du Monde en juin 2026. Et après, mon seul bémol, c'est pas un bémol, mais j'ai envie de voir s'il sera capable, Carlo Ancelotti, dans une compétition one-shot, parce qu'on connaît tout son palmarès, il a déjà prouvé que c'est un très grand entraîneur mondial européen, dans un club, donc dans une saison. Mais il était tout de même figé à un schéma de jeu particulier. On l'a vu jouer beaucoup en 4-3-3 avec le Real Madrid et d'autres équipes aussi en Italie, même avec le PSG. Et dans une compétition où il faut changer rapidement de schéma tactique, où il faut faire parfois un coup de folie dans un match lorsqu'on perd. Donc c'est cette faculté-là à Carlo Ancelotti de pouvoir amener un peu de créativité et aussi de courage
au cours d'un match. C'est là où je veux voir s'il va vraiment pouvoir amener sa patte à cette sélection brésilienne. On va parler de là où les stars du Brésil, c'est une question qu'on se pose. Il y a forcément Neymar qui a 33 ans, il en aura 34 en février. On le rappelle, il a subi une arthroscopie du genou gauche en décembre. Il avait participé aussi au sauvetage de Santos dans la douleur, son club brésilien, 128 sélections pour 79 buts. Neymar, mais sa dernière sélection date d'octobre 2023 contre l'Uruguay. Est-ce que si Neymar n'est pas disponible pour cette Coupe du Monde, et on sait que c'est une course contre la montre pour l'ancien Parisien, qui peut être véritablement la star du Brésil aujourd'hui? Est-ce que c'est plus un Vinicius du Real Madrid? Est-ce que c'est plus un Rafinha du Barça qui marche très très bien dernièrement? Ou est-ce que c'est justement une sérénité en défense, un Marquinhos, un Alisson qui reperforme avec Liverpool? Si Neymar n'est pas de la partie, Felipe Saad, qui peut être la véritable star de cette sélection? Donc, en absence de Neymar, parce que moi, j'imagine que ça va être difficile de revenir à son haut niveau, en tout cas à son vrai niveau, avec toutes les blessures. Et aussi, aujourd'hui, il joue à Santos, une équipe qui a joué le maintien cette saison. Donc, on va voir comment ça va se passer avec le début du championnat brésilien, déjà, qui a été cette semaine, un calendrier qui est nouveau en Serie A. Vous avez mentionné donc Vinicius Junior et Rafinha, ce sont deux valeurs sûres. Ça reste quand même des attaquants. J'ai envie quand même de rester sur le front de l'attaque, Alexandre, et peut-être être très Ligue 1 et de me dire que Hendrick, avec cette arrivée à Lyon qui a été fracassante, est-ce qu'il sera aussi de la partie? Est-ce qu'il pourra garder ce niveau de performance et être un titulaire en Coupe du Monde? Donc c'est tout ce qu'on espère, non seulement pour la Ligue 1, mais aussi en tant que Brésilien comme Chris. Et peut-être donner aussi un petit côté créatif dans un futur star, ou peut-être quelqu'un qui va nous amener des buts, et c'est dont on a besoin en Coupe du Monde. Peut-être voir Igor Thiago, l'attaquant de Brentford, qui marque des buts cette saison. Voilà, on peut penser peut-être à une convocation pour les 2 prochains matchs amicaux contre la France et la Croatie. Pourquoi pas avoir une surprise? Chris, Neymar, s'il arrive à faire cette course contre la montre et revenir déjà de blessure, je ne parle même pas d'être en forme encore, mais s'il arrive à revenir de blessure, est-ce qu'il faut absolument que Carlo Ancelotti l'emmène avec lui du côté de la Coupe du Monde? Ah oui. Oui, je pense que si Neymar il retrouve 60-70% de sa performance. Le délai ne sera pas trop court. Non. Neymar, il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il sait qu'il peut faire quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai qu'on ne fait pas de comparaison, mais on a vécu ça avec Ronaldo, le R9, la Coupe du Monde 2002. Donc, il venait de blessure. Il était décisif. Et je pense que Neymar, tout le monde l'attend. Même les joueurs de l'équipe nationale l'attendent. Parce que c'est un leader, c'est l'homme de la situation. Et à 70%, 80%, et comme Felipe dit, s'il fait un bon début de championnat de Brasileirão, et sa place, elle est là. Ça dépend que de lui. Voilà. Ça sera une des grandes questions, en tout cas, concernant le Brésil à la Coupe du Monde 2026. Je vous propose de terminer, après avoir résumé le parcours un petit peu difficile en éliminatoire, avec l'absence ou pas de Neymar, sur la confiance au Brésil. Je vous propose d'écouter ce petit extrait de l'émission Stephen Brunch sur RMC. Ça date de début janvier, c'était le 4 janvier. On invitait Rai, le champion du monde 94, dans l'émission. Et il nous racontait comment, au Brésil, on perçoit cette Coupe du Monde. Et vous allez entendre, les amis, que l'optimisme n'est pas de rigueur. Écoutez. C'est la première fois dans l'histoire que je vois les supporters pessimistes par rapport à... J'ai écouté pas mal de monde qui ont dit qu'ils ne vont même pas arriver en deuxième étape. Moi, je crois qu'ils vont passer la première étape de la Coupe du Monde. Mais parce qu'il y a beaucoup de ah oui, il y a beaucoup de qualifiés avec cette nouvelle formule. Il y a beaucoup de qualifiés aussi, ouais, donc c'est normal. Mais on est loin d'être le favori. C'est triste pour le foot brésilien. Certains pensent qu'on ne va même pas passer le premier tour. C'est dur à entendre ça au Brésil. Felipe, tu es d'accord avec ça? Tu vois les Brésiliens pessimistes avant ce mondial?
Ce qui est différent aussi, Alexandre, par rapport aux favoris, c'est que tous les 4 ans, dans les Coupes du Monde, le Brésil, il est toujours parmi les 5-6 favoris. Et hier soir, jusqu'avant de coucher, donc mon fils, avant de dormir, on a eu cette discussion. À ton avis, qui sont les favoris? Tous les deux, on a pensé à l'Argentine, à l'Angleterre, à l'Espagne, à la France, bien sûr, et même à des sélections un petit peu plus alternatives, entre guillemets. Pourquoi pas le Maroc, qui a fait la demi-finale sur la dernière Coupe du Monde, la Croatie, d'autres sélections. Mais ni lui ni moi, on a cité le Brésil. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Et ça reste quand même dans la continuité de ces 4 dernières années, avec les changements d'entraîneur, avec la blessure et la baisse de niveau de notre principal star. Donc je pense que ça fait sens à notre historique, non seulement dans le football, comme dans la société brésilienne. Chris, tu es aussi pessimiste que tes compatriotes? Je suis pas d'accord avec vous, mais chacun il a sa manière de penser. C'est étonnant d'entendre ça de Rai, par exemple, parce qu'en 94, nous, on était pessimistes parce que on n'imaginait pas que le Brésil, en 94, on allait gagner la Coupe du Monde parce que on a eu vraiment des problèmes pour l'éliminatoire, au niveau d'ego aussi, dans l'équipe nationale. Et on est arrivé. Ils ont gagné, on a fait. Je pense qu'au Brésil, il est trop respecté quand il joue une Coupe du Monde parce que le poids qu'il nous apporte dans cette Coupe du Monde. Les joueurs, si on prend chaque joueur individuellement, ils sont les meilleurs de chaque équipe européenne ou même brésilienne. Donc maintenant, avec l'arrivée d'Ancelotti, c'est juste faire les pièces, contrôler les pièces. Moi, je crois dans cette équipe. Je pense qu'on va faire une belle Coupe du Monde, même avec la difficulté. C'est bien que les gens ne parlent pas de nous. C'est bien ça. Parle des autres. Faut avancer Nous, masqué. On va doucement. Oui, exactement. Mais on a une équipe très forte. Au papier, attention, au papier. Maintenant, il faut transférer sur le terrain. Le Brésil en outsider peut-être pour cette Coupe du Monde 2026. Obrigado Chris, Felipe Saad, merci beaucoup d'avoir été avec nous les amis. L'After Coupe du Monde à télécharger sur toutes les plateformes. Laissez vos commentaires également pour savoir si vous êtes d'accord avec Chris, avec Felipe et avec ce petit pessimisme brésilien dont nous a parlé Rai. RMC, je vous le rappelle, radio officielle de la Coupe du Monde 2026. Bye bye. RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.